par là, on va se régaler. Mousse, abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 2 de la série de vidéos sur Puff Daddy. Alors, cette affaire, elle part tellement dans tous les sens, et il y a tellement de personnes concernées, que je pense que pour une personne extérieure, c'est impossible à comprendre. Et je vous avoue que c'était un peu le but de cette série de vidéos, rendre accessible et compréhensible l'affaire au plus grand nombre. Dans l'épisode précédent, on a commencé par le commencement, une petite biographie de P. Diddy, parce que oui, il y a des personnes qui ne le connaissent pas. On a parlé de quelques petites polémiques, tranquillou, quoiqu'il y en a certaines qui sont pas mal, hein, notamment l'affaire de la fusillade du Club New York en 1999, avec sa petite amie de l'époque, une dénommée Jennifer Lopez. Aujourd'hui, on va parler de deux très grosses affaires, deux affaires assez centrales dans la chute de P. Diddy, l'affaire Casey Ventura et l'affaire Lil Rod. Et dans la partie 3, on parlera un petit peu de toute cette affaire, les potentielles victimes. On parle par exemple de Usher, de Justin Bieber. On parlera d'éventuels complices autour de ça. Pas mal de témoignages autour des soirées de P. Diddy. Parce qu'il faut se dire une chose, il en sort tous les jours. Donc vendredi prochain, on fera le point sur tout ça. On parlera de ce qu'on sait, on parlera des rumeurs. On parlera de tout. Mais avant de commencer, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On s'abonne en activant la cloche de notification pour pas rater les prochaines vidéos. On me rejoint sur Instagram pour pas rater toutes mes actualités. On s'abonne à la chaîne secondaire et on vient me follow sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Et maintenant que tout ça est fait, on va chercher à boire, à manger, on se met à l'aise. Et moi je m'occupe du reste. Alors, l'affaire Casey Ventura, elle est quand même extrêmement importante, voire centrale dans la chute de P. Diddy, parce que ça a été la première à déposer une plainte officielle contre le producteur Sean Combs pour viol, agression sexuelle, trafic humain et d'autres comportements abusifs. Alors, aux États-Unis à cette époque, il y avait quand même pas mal de rumeurs concernant des comportements déviants de Puff Daddy, mais là, on est sur une plainte officielle déposée par une personne très connue aux États-Unis, et le fait que Cassandra Ventura, connu sous le nom de Casey, soit très célèbre, ça a permis de libérer la parole d'autres victimes. Avant de décortiquer ce dépôt de plainte, qui fait, je crois, 38 pages, à l'intérieur duquel il y a de véritables dingueries, littéralement, on va revenir sur la rencontre entre Casey et P. Diddy. On est en 2005 et l'Amérique découvre sur ses ondes une jeune fille alors âgée de 19 ans qui vient de sortir son premier single intitulé Me and You. I shouldn't have had you waiting at all. I've been so busy, but I've been thinking about what I wanna do with you. La chanteuse s'appelle Cassie et le morceau qu'elle chante est écrit et produit par Ryan Leslie. Le morceau va rapidement cartonner, ce qui va attirer l'attention de plusieurs acteurs majeurs de la musique, dont le fondateur du label Bad Boy Records, P. Diddy. À cette époque, le label de Diddy, c'est le label incontournable dans le monde du rap et du R&B. Info importante aussi, Ryan Leslie, qui a donc produit le tube Me and You, est un proche de P. Diddy. Il a donc introduit Casey auprès de Diddy en lui faisant écouter le single Me and You. Il a également insisté sur sa voix unique et son potentiel dans l'industrie. Et ils ont peut-être aussi parlé de son potentiel marketing, parce qu'il faut se le dire, Casey, c'était une femme magnifique. Alors attention, je dis pas qu'elle était pas talentueuse, c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais on va dire que son apparence, c'est un plus, forcément. Puff Daddy a été impressionné par le son de Casey, une fusion de R&B et de pop, et par l'image élégante et stylée qui pouvait parfaitement convenir à la marque Bad Boy. Diddy a donc signé Casey sous son label Bad Boy Records en 2006, après quoi ils ont commencé à travailler ensemble. So I wanted to get us all together so we could get this, everybody can hear from me how focused and excited I am about the project. I wanted, Cassie to, everybody to meet Cassie. Y'all know that's Cassie. And hear the story directly from Miles. And then really get down to some business about, just so we can be on the same page of what the plan is, as far as from Tommy's concerned and from where we're concerned as also a label. Warner Atlantic, so everybody's on the same page. I think the best thing to do is to kind of give an overview or a history of how we came to the project. Can't know where we're going unless we know where we came from.
Ryan is a producer that I've been working with for the last 2 years. That was brought to me by Ed Woods, who Ryan is signed to their label, and also as a producer, and has done some stuff for the label. And somebody's like one of my go-to people. New act that just need a record right away. Somebody that can go in the trenches, musical genius, new age Teddy Riley, Dr. Dre, Quincy Jones, Pharrell, but to his level, in his own way. But he had something else that was very important that attracted me to his situation, which was he had a new global outlook. He had a record that he didn't put out here, and he went and started going over to Europe and doing shows and starting to build a following over in Europe. And I took notice to that because I didn't really see a lot of artists that would have the ingenuity to do that. So when he was doing that, I heard he also had a young lady that was with him named Cassie that had a record out. And I started hearing this record that was haunting me in the clubs. And it was, it was Cassie's record, Me and You. And I would hear it everywhere I was at. And so I kept asking, what record is that? And Glenn told me that it was Ryan's act, it was Cassie. When I saw her and I met her and I saw this DVD on her, hopefully we can play that. That's what kind of made me like really fall in love with the project, because I saw something more than just records. I saw something that there was a personality there, there was something that the whole world could fall in love with. Bon, comme vous venez de le voir, on est presque sur une déclaration d'amour. Alors est-ce qu'à ce moment-là, il est vraiment sincère et il est totalement séduit par la musique de Casey, ou est-ce une technique de séduction? Alors je sais, ça paraît un petit peu dur dit comme ça, mais quand on connaît la suite de la carrière de Casey, la question mérite d'être posée. Elle n'a pas fait une carrière catastrophique, loin de là, mais quand on voit tous les moyens qui ont été mis à sa disposition, on est plus proche du flop que du top. Alors je vais pas m'attarder sur la carrière de Casey parce que honnêtement ça a moins d'importance que le reste, en tout cas je trouve, mais une chose est sûre, P. Diddy a mis les moyens pour que Casey réussisse dans la musique. Budget pharaonique, featuring avec les plus grands, il a tout tenté. Bien évidemment, là on parle du positif, mais le revers de la médaille, c'est qu'il contrôlait tout. Intéressons-nous maintenant à la vie privée de la chanteuse, parce que là, c'est très intéressant. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le producteur du single Me and You, c'est Ryan Leslie. Et très peu de temps après leur collaboration, le producteur et la chanteuse se mettront en couple. Le souci, c'est que Ryan a fait une petite erreur. On vient de le voir, il a été l'entremetteur entre P. Diddy et Cassie. C'est un petit peu grâce à lui que sa petite copine et chanteuse a signé chez Bad Boy Records. Et c'est à ce moment-là que P. Diddy est rentré dans la vie de Cassie. Ryan a fait en quelque sorte rentrer le loup dans la bergerie, enfin si je puis me permettre, et sans allusion douteuse. Sauf que voilà, à partir du moment où Cassie est rentré chez Bad Boy Records, P. Diddy ne l'a pas lâché. Il a été extrêmement insistant, a essayé de tout contrôler, c'est même pas essayer, il contrôlait tout. Plus les jours passaient, plus son emprise sur la chanteuse grandissait, et plus l'emprise grandissait, plus il était difficile de lui dire non. Et ce qui devait arriver arriva, Casey a mis fin à sa relation amoureuse avec Ryan Leslie. À savoir que cette rupture, ça l'a vraiment brisé. Alors si elle a rompu avec son ancien producteur, c'est pas pour se retrouver seule. Elle a rompu pour être avec un nouvel homme. Alors, pas officiellement, mais on a su plus tard que c'était pour ça. D'après vous, qui est ce nouveau petit copain ? Qui a dit P. Diddy là? Bien joué mon gars. Alors si le couple Casey-P. Diddy a officialisé sa relation en septembre 2012 sur Twitter, ils ont commencé leur relation alors que Casey était encore avec Ryan Leslie. On parle de 2005-2006. Après plus de 10 ans ensemble, le couple prendra fin en 2018. Il est vrai qu'au fil des années, le couple Diddy-Cassie a connu des hauts, des bas, plusieurs séparations et des réconciliations publiques. Leur relation a été marquée par des rumeurs de tromperie et de tension, mais ils semblaient toujours se retrouver, du moins en apparence. Et c'est justement des apparences qu'on va parler. Enfin du moins c'est des apparences qu'on va arrêter de parler. Maintenant on va décortiquer ensemble le document officiel, le dépôt de plainte de Casey. Et vous allez voir que dans ce dépôt de plainte, on y apprend énormément de choses. Alors le document est traduit en français. Peut-être que certaines traductions sont pas ultra fidèles à la réalité, mais on va composer avec. Donc la plainte a été déposée le 16 novembre 2023 au district sud de New York par Cassandra Ventura. La plaignante Cassandra Ventura allègue par la présente en tant que et pour sa plainte contre le défenseur Sean Combs. Voilà, donc P. Diddy. Là, il y a une petite présentation de P. Diddy pour rappeler qui il est. Alors, dès le début, il est rappelé que Sean Combs, donc P. Diddy, lors d'une récompense, il avait déclaré
Merci Casey pour m'avoir soutenu dans les moments difficiles, mon amour. La vérité cependant est que Casey, Madame Cassandra Ventura, a été retenue par Monsieur Combs pendant plus d'une décennie avec un comportement violent et des demandes dérangeantes. Les moments sombres étaient ceux qu'elle a passés, piégée par Monsieur Combs dans un cycle d'abus, de violence et de trafic. Parmi d'autres actes violents et illégaux, donc P. Diddy aurait Madame Ventura dans sa propre maison après qu'elle ait essayé de le quitter, souvent frappé, battu, frappé à coups de pied et piétiné Madame Ventura, ce qui lui a causé des ecchymoses, des lèvres éclatées, des yeux au beurre noir et des coups. Et c'est vrai que d'anciennes photos étaient ressorties, comme celle-ci, on voit qu'elle a pris des dégâts au niveau de la lèvre, au niveau du front, et elle a des lunettes, ce qui pourrait laisser à penser qu'elle cache un œil au beurre noir. Et on a aussi et surtout des images de vidéosurveillance. Donc là on est en mars 2016 dans un hôtel de Los Angeles. Donc dans cet extrait, vous voyez, il y a Casey au fond du couloir. En fait là, elle est en train d'essayer de quitter l'hôtel. Sauf que P. Diddy ne l'entend pas du tout de cette oreille et va tout faire pour l'empêcher, notamment en utilisant la violence. Donc là, il est en train d'arriver en courant et il va littéralement la passer à tabac. Ensuite, on a Casey sur la gauche qui essaie de passer un appel, mais P. Diddy, pareil, ne l'entend pas du tout de cette oreille, va revenir et lui jeter, je crois que c'est un vase, il va lui jeter un vase dessus. Alors ce qui est complètement fou avec cette vidéo, c'est qu'elle date de mars 2016, mais elle est ressortie qu'en mai 2024. Qu'est-ce qui s'est passé entre 2016 et 2024 pour que cette vidéo ne sorte pas ? Ça, je peux pas vous dire. On a ensuite ce fait-là, il a fait exploser la voiture d'un homme après avoir appris qu'il était intéressé par Madame Ventura. Ça, c'est une histoire vraie. On parle du rappeur Kid Cudi. Kid Cudi qui en 2012 avait entretenu une relation, une liaison avec Casey Ventura. Et ça, P. Diddy, ça lui avait pas du tout plu et il avait confié à Casey Ventura qu'il allait faire exploser sa voiture. Et c'était pas du tout des paroles en l'air puisque cette même année, la voiture de Kid Cudi a explosé. C'est lui-même qui l'a confirmé dans le New York Times. P. Diddy aurait forcé Madame Ventura à se livrer à des actes sexuels avec des travailleurs du sexe masculin tout en se masturbant et en filmant les rencontres. Ça, c'est un fait très important, mais on va y revenir plus précisément ensuite. Il s'est enfui de son appartement avec une arme à feu à la poursuite d'un dirigeant d'une industrie rivale dont il a appris qu'il se trouvait à proximité. Et là, on parle de son ennemi toujours, le boss du label Death Row Records, Suge Knight. Il a exigé que Madame Ventura porte son arme à feu dans son sac à main juste pour la mettre mal à l'aise et lui montrer à quel point il est dangereux, et il a initié Madame Ventura à un mode de vie d'abus excessif d'alcool et de substances et l'a obligé à se procurer des ordonnances illicites pour satisfaire ses propres dépendances. Ensuite est rappelé le contexte de leur rencontre. Ils se sont donc rencontrés en 2005 alors qu'elle avait 19 ans et P. Diddy en avait 37. Madame Ventura a maintenant complètement échappé à Monsieur Combs, mais les dommages causés par les agressions et les abus sexuels qu'il lui a fait subir pendant près d'une décennie la hanteront à jamais. Elle a eu besoin de soins médicaux et psychologiques intensifs pour se remettre du traumatisme qu'elle avait vécu. Elle ne peut pas continuer à vivre dans le silence sur ce qu'elle a enduré. P. Diddy reste extrêmement puissant et extrêmement dangereux. Madame Ventura cherche donc justice pour la décennie de sa vie que Monsieur Combs lui a volée, sous forme de menaces de violence, usage excessif de drogue, violence physique et psychologique et esclavage sexuel. Alors dès le début, P. Diddy a pris énormément de place dans la vie de Casey. C'est dit dans la plainte. En fait, dès le début de leur relation de travail, il a mis l'accent sur l'âge et sur son pouvoir. Il s'est donc positionné comme une figure paternelle et protectrice vis-à-vis de Casey Ventura. Il y a par exemple une anecdote par rapport à ça. Quand elle était à Las Vegas, Casey a subi petit séjour à l'hôpital. Et à son retour à New York, alors qu'elle était en pleine santé, elle a décidé de sortir en boîte avec ses amis. Et lorsque P. Diddy l'a raccompagnée, il l'a réprimandée en lui disant de rentrer chez elle et de prendre soin de sa santé. Donc là, vraiment, à cette époque, pour Casey, sa maison de disques veut son bien-être. Et quand je vous disais que Diddy prend énormément de place dans sa vie,
il s'est carrément invité à son anniversaire de ses 21 ans. D'ailleurs, après la fête de ses 21 ans, il y avait une soirée qui était organisée dans la suite d'un hôtel et Diddy a entraîné Cassie dans la salle de bain et l'a embrassé de force. Quand on parle du contrôle de P. Diddy sur Cassie, il faut évidemment parler de l'argent. Son nouveau producteur passe son temps à étaler sa richesse de manière ostentatoire et ça c'est vrai que ça l'intimide, mais ça commence aussi à l'attirer. Et ça, P. Diddy, en grand manipulateur qu'il est, il l'a très bien vu. Donc il continue à dépenser énormément pour sa belle, vacances somptueuses, grande quantité de vêtements de créateurs, location d'un appartement à Manhattan à quelques pas de sa résidence new-yorkaise, il lui a payé un appartement à Los Angeles, il a également payé plusieurs appartements en Californie et lui a même acheté une Jaguar. Et c'est là qu'on voit à quel point Puff Daddy est manipulateur et vicieux. Parce que tout ce que possède Cassie a un lien avec Puff Daddy. Donc tout ce qu'elle possède appartient à Diddy, ce qui crée une énorme dépendance et constitue un moyen de pression phénoménal pour le boss de Bad Boy Records. On peut lire aussi que Monsieur Combs s'est également profondément impliqué dans la vie personnelle de Madame Ventura avec son personnel, en s'occupant des déplacements quotidiens de Madame Ventura et d'autres besoins, y compris médicaux. À plusieurs reprises, Monsieur Combs a fait envoyer les dossiers médicaux personnels de Madame Ventura directement à son adresse email. Par exemple, lorsque Madame Ventura a commencé à ressentir des troubles de la mémoire, probable dû à une consommation excessive de drogue, des blessures à la tête provoquées par les coups de Monsieur Combs. Ces résultats d'IRM ont été fournis directement à Monsieur Combs. Je pense que vous comprenez aisément pourquoi il veut recevoir lui-même tous les résultats médicaux de Cassie. Autre anecdote un peu bizarre, c'est par rapport au grand-père de Cassie Ventura. Dès le début de leur relation, il a demandé à Madame Ventura comment elle appelait son grand-père. Truc bizarre, personne fait ça. Lorsque Madame Ventura a dit qu'elle l'appelait son grand-père Pop Pop, Monsieur Combs a insisté de manière perverse sur le fait que Madame Ventura l'appellera avec ce surnom. Donc Cassie devait appeler P. Diddy Pop Pop, comme son grand-père. Alors dans le dépôt de plainte, il y a énormément de faits concernant des violences que Cassie a subies par Puff Daddy. On a par exemple une fois où il l'a battu après une fête avec Jay-Z, une autre fois où P. Diddy a complètement pété un câble parce que Cassie a parlé à un autre manager musical dans une soirée et il l'a tellement frappé, notamment avec des coups de pied au visage, qu'elle saignait abondamment et que quand ils sont arrivés à la maison de P. Diddy, elle s'est mise à vomir. Alors faut bien comprendre une chose, Cassie se faisait frapper plusieurs fois par an par P. Diddy, et ce pendant plus de 10 ans, pendant toute leur relation. Et si ça s'est pas vu ou très peu vu, c'est parce qu'il mettait des moyens considérables en œuvre pour cacher tout ça. Très souvent, il cachait Cassie dans des hôtels en attendant que les blessures s'estompent. Par exemple, concernant la fois où elle a vomi suite à la violence de l'agression, eh bien Sean Combs a forcé son personnel à amener Cassie Ventura dans un hôtel où elle était obligée de rester pendant une semaine. D'ailleurs, autre point important, si tout ça est resté secret aussi longtemps, c'est à cause d'une seule chose, la complicité, la complaisance, l'extrême fidélité de l'entourage de P. Diddy. Parce que c'est ça aussi ce qui était frappant pour Cassie, elle avait l'impression qu'elle ne pouvait parler à personne. Parce qu'à plusieurs reprises, des personnes de l'entourage de P. Diddy, notamment des gardes du corps ou autres, étaient présents. Alors certes, certaines fois ils ont essayé de calmer le jeu, de séparer, mais au final le boss avait toujours le dessus et elle en prenait plein la tronche. Cassie était tellement terrifiée, isolée et incapable de voir une issue de secours qu'elle s'est retrouvée complètement soumise à toutes les exigences de P. Diddy. Elle va donc commencer à suivre aveuglément toutes ses instructions de peur de reprendre d'autres raclées. On va arriver maintenant à la partie la plus cringe, la violence, on était déjà là, maintenant on va parler de... Alors tout ça, ça a commencé à New York et P. Diddy a fait part à Cassie Ventura d'un fantasme, voilà, il voulait faire du voyeurisme. Il lui a donc dit que ce qui l'exciterait, c'est qu'elle ait une relation avec un autre homme et que lui regarde tout ça. Donc la première fois, il a embauché un homme et il l'a emmené chez lui à Los Angeles. Tous les deux portaient des masques, donc l'homme et Cassie Ventura. Le tout s'est fait avec une très grosse consommation de drogue. Et donc P. Diddy a regardé sa petite copine de l'époque, Cassie, faire sa petite affaire avec cet homme. Il a appelé cette pratique un freak-off. Et au fil du temps, les freak-offs sont devenus de plus en plus récurrents. On le voit juste ici, à certains moments de la relation, il insistait sur un freak-off hebdomadaire, donc une fois par semaine. Si le premier freak-off c'était entre Cassie et un homme, assez rapidement c'est devenu de véritables orgies. Et c'est tellement devenu un rituel et l'emprise de P. Diddy sur sa petite amie est tellement importante que c'était à Cassie elle-même de recruter les escortes, hommes ou femmes.
Là, on le voit ici, un petit détail, mais important avec l'actualité, les assistants de Monsieur Combe aidaient à mettre en place les freak-off, notamment en mettant en place les suites d'hôtels avec de l'huile pour bébé et de l'Astroglide. L'Astroglide, c'est du lubrifiant. Alors Didi fournissait à sa petite amie et à toutes les personnes présentes à l'orgie, souvent c'était des travailleuses et travailleurs du sexe, des quantités de drogue astronomiques. Il y avait tout, voilà, dans la pharmacie. On parle d'ecstasy, cocaïne, GHB, kétamine, marijuana, alcool, etc. Monsieur Combs utilisait son téléphone, son ordinateur portable et sa tablette pour filmer Madame Ventura en train d'avoir des relations sexuelles. Elle supprimait très rapidement les photos et les vidéos d'elle pendant l'acte, mais Didi a indiqué à plusieurs reprises qu'il conservait de nombreuses vidéos, ce qui venait accroître son emprise et le fait que Casey a énormément peur de lui. Il était très clairement en train de faire du revenge porn. D'ailleurs à l'époque, 50 Cent, qui est un ennemi de P. Diddy, avait reçu des photos en pleine action de Casey et il avait très vite compris qu'en fait c'était P. Diddy qui prenait ses photos et ses vidéos. Là on a une anecdote, à une occasion il s'est assis à côté d'elle dans un vol et lui a fait regarder une vidéo qu'elle pensait avoir supprimée, renforçant ainsi son incapacité à s'échapper et l'immense pouvoir qu'il détenait sur elle. D'ailleurs ça c'est assez glaçant ce paragraphe, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la carrière musicale de Casey est un peu une déception. Et en fait, faire de la musique, c'était plus son métier. Son métier, c'était devenu les freak-off. Il lui offre des cadeaux somptueux avant et au milieu des freak-off, reconnaissant apparemment la manière dont ces rencontres sexuelles forcées constituent un travail pour Madame Ventura et qu'il devait la rémunérer pour ce travail. Et là, c'est redit dans un autre paragraphe, les freak-off sont devenus du travail pour Madame Ventura et malgré ses protestations, Monsieur Combs a insisté sur ces rencontres sexuelles forcées et minutieusement mises en scène entre Madame Ventura et divers travailleurs du sexe masculin. Alors là, il y a un truc hyper intéressant, c'est concernant la vidéo que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc on est en mars 2016, donc dans cet hôtel où on a eu les vidéosurveillances. Monsieur Combs est devenu extrêmement ivre et a frappé Madame Ventura au visage, lui faisant un œil au beurre noir. Après s'être endormie, Madame Ventura a essayé de quitter la chambre d'hôtel, mais alors qu'elle sortait, Monsieur Combs s'est réveillé et a commencé à crier sur Madame Ventura. Il l'a suivi dans le couloir de l'hôtel en lui criant dessus, il l'a attrapé, puis a pris des vases, bon, on a vu la scène. Elle a donc réussi à entrer dans l'ascenseur, elle est arrivée dans le hall et elle a pris un taxi jusqu'à son appartement. Sauf que là, elle se sentait tellement coincée qu'elle a décidé de retourner à l'hôtel pour s'excuser auprès de P. Diddy. Quand elle est revenue, le personnel de l'hôtel l'a exhortée à remonter dans un taxi et à se rendre à son appartement, suggérant qu'ils ont vu les images de sécurité montrant Monsieur Combs battant Madame Ventura en lui jetant du verre dans le couloir de l'hôtel. Et en fait, si les images ne sont pas sorties pendant tout ce temps, entre 2016 et 2024, c'est parce que P. Diddy a payé 50 000 $ pour les images de sécurité du couloir. On est en 2017-2018 et là c'est décidé, Casey veut rompre parce qu'elle comprend qu'elle n'aura jamais de carrière avec lui et qu'elle ne sera jamais en sécurité, que ce soit physiquement ou mentalement. Elle est donc déterminée à rompre complètement avec lui. En 2018, elle le rejoint pour un dîner donc à Malibu en Californie. Et après le dîner, ils sont retournés au domicile de Casey, qui était payé donc par Monsieur Combs. Sauf qu'une fois arrivé là-bas, P. Diddy force l'entrée de l'appartement et il essaye de l'embrasser. Elle le repousse, mais c'est là qu'il arrache de force ses vêtements, il déboucle sa ceinture et il la viole. Alors, c'est pas le premier viol, mais en tout cas, celui-ci, ça a été un déclencheur, puisqu'elle a décidé de quitter la maison qu'il avait payée et elle a remboursé la voiture qu'il lui avait achetée. Alors, faut comprendre une chose, pendant 13 ans, pendant toute leur relation, Casey Ventura a subi d'énormes sévices physiques. Elle a été battue très violemment et très régulièrement par P. Diddy. Pendant plus de 10 ans, en plus de ces violences physiques, elle a été violée par Puff Daddy. Et en plus de tout ça, elle a été jetée en pâture dans un train. Elle a été forcée à participer à énormément de freak-off, des freak-off qui étaient de plus en plus récurrents et de plus en plus poussés en termes de perversion. Après avoir vécu tout ça, comment voulez-vous avoir une vie normale? Comment ne pas être traumatisé? Bien qu'elle ait enfin échappé aux griffes de P. Diddy, au trafic sexuel, au viol et aux violences, Cassandra Ventura reste une femme meurtrie à jamais à cause des violences physiques et psychologiques qu'elle a subies. Notons que Madame Ventura a dû lutter pendant très longtemps contre des dépendances qui ont été créées par P. Diddy, des dépendances à la drogue et à l'alcool. Pour se reconstruire, elle a dû suivre des thérapies intensives et prendre des traitements médicaux. Mais quoi qu'il arrive, rien n'effacera les séquelles physiques et les répercussions psychologiques d'une décennie de violence, de peur
et d'exploitation. Aujourd'hui, Casey Ventura a refait sa vie, elle est mariée et elle est maman de 2 petites filles. Alors, dans cette plainte, Madame Ventura demandait 30 millions de dollars à Monsieur Combs, et si Casey n'obtenait pas cet argent, elle allait sortir un livre extrêmement compromettant contre P. Diddy. Le 16 novembre, la plainte est déposée, et le 19, on apprend que l'affaire a été réglée, un accord a été signé entre les 2 parties, sans connaître les conditions. Donc peut-être qu'on est en dessous des 30 millions demandés, peut-être qu'on est au-dessus, on ne sait pas vraiment. Passons maintenant à une autre affaire, à l'affaire Rodney Lil Rod Jones. Lil Rod, c'est un ancien producteur de musique de Diddy et il lui a intenté un procès de 30 millions de dollars en mars 2024. Il accuse Sean Combs d'agression sexuelle, de harcèlement, de la traite de personnes et de pratiques de proxénétisme. On a par exemple cette anecdote où P. Diddy se serait emparé des parties génitales de Lil Rod, bien évidemment sans son consentement, et il aurait tenté de le préparer à avoir des relations sexuelles avec un autre homme. Et pour faire passer la pilule, si je puis me permettre, il lui a dit que c'était des choses tout à fait normales dans l'industrie musicale. C'est une anecdote qui a été révélée par le New York Times qui a eu accès à la plainte. Dans cette affaire, Lil Rod affirme avoir été contraint de recruter des travailleuses du sexe pour Diddy et de participer à des activités sexuelles non consensuelles. Il prétend également avoir été victime de manipulations psychologiques et de coercition par Diddy et ses associés, dont certains membres de sa famille et de son équipe de direction. En juillet 2023, Lil Rod aurait été forcé de boire des shots de vodka avec de la drogue dedans, avant de se réveiller le lendemain matin complètement nu à côté d'une travailleuse du sexe. Il aurait été également forcé de solliciter des travailleuses du sexe et d'avoir des relations sexuelles devant Monsieur Diddy. Dans la plainte, il est précisé que tout ça était fait moyennant finance, mais sous la menace de violence. Le plaignant aurait également subi du harcèlement sexuel puisqu'il a été soumis à des avances non désirées de la part de Diddy. Il subissait des attouchements constants, non sollicités et non autorisés. Il était par exemple forcé de travailler dans la salle de bain pendant que le rappeur se douchait nu. Et il précise dans la plainte qu'il a prévenu la directrice de l'équipe de Diddy, mais celle-ci lui a dit on ne va pas changer Sean. Et elle a tenté de le rassurer en lui disant que c'était une manière pour lui de lui montrer qu'il l'aimait bien. Un peu chelou quand même. Concernant ce procès, c'est toujours en cours, donc on va pas remplacer la justice. Mais il y a un mode opératoire quand même qui ressemble fortement à l'affaire Casey. On a les travailleurs du sexe, énormément de drogue, des menaces de violence. Donc c'est une affaire qui peut être crédible. On arrive à la fin de cette vidéo, je vais vous mettre le lien de la plainte de Casey en description de cette vidéo. Alors vous allez voir, il y a d'autres détails qui sont glaçants réellement. Ce qui est très important de noter, c'est que cette plainte de Casey Ventura, de Cassandra Ventura, ça a été un véritable bol d'air frais, ça a permis de libérer la parole d'autres victimes. Et en ce sens-là, et par rapport à tout ce qu'elle a vécu, on ne peut que féliciter son courage. Ce qu'on peut se dire aussi, c'est que s'il a fait ça à Cassandra Ventura, il l'a peut-être fait à d'autres. Mais ça, on en parlera la semaine prochaine dans l'épisode 3. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner en activant la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On me rejoint sur Instagram pour ne pas rater toutes mes actualités, surtout celles concernant mon combat. On s'abonne à la chaîne secondaire, on me rejoint sur Twitch où je live tous les dimanches à 21h30. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Mousse vous salue.